Écoutez-moi bien, car ce que je vais vous raconter, ce n'est pas une légende inventée au bord d'un feu pour effrayer les enfants. C'est l'histoire d'une nuit de 1809, sous le soleil écrasant de la Guadeloupe, une nuit où le ciel lui-même a eu l'air de craquer sous le poids du désespoir et de la vengeance. Imaginez-vous la chaleur, non pas la chaleur agréable des vacances, mais cette chaleur lourde, poisseuse, qui vous colle la chemise au dos dès le lever du jour et qui sent la sueur, la terre sèche et le jus de canne fermenté. C'était ça, la vie sur l'habitation Gallard, dans le sud de l'île. À cette époque, la canne à sucre était reine, et le sucre était fait de sang et de larmes. Les maîtres dormaient sur des draps de lin, et les esclaves dormaient quand ils pouvaient, souvent avec la peur du fouet comme seul oreiller. Parmi ces hommes et ces femmes qui pliaient l'échine sous le soleil, il y avait un homme qu'on appelait Toussaint. Ce n'était pas un géant, non, mais il avait la force de 2 hommes dans ses bras et le silence de 100 ans dans ses yeux. Toussaint ne parlait pas beaucoup. Il regardait. Et quand un homme comme lui regarde trop longtemps, il finit par voir des choses que les autres préfèrent oublier. Il voyait la vieille manne Yvette qui toussait ses poumons à force de respirer la poussière de l'usine. Il voyait les enfants qui n'avaient pas le droit de jouer, dont les genoux étaient déjà craquelés par le travail dans les champs. Et il voyait surtout Marie. Marie, c'était sa raison de respirer, sa seule petite lumière dans cette obscurité coloniale. Elle était douce, elle était forte, et elle portait leur enfant, un petit garçon qui devait bientôt arriver. Toussaint travaillait pour elle, rêvait pour elle, espérant qu'un jour, peut-être, la misère s'arrêterait juste à la porte de leur petite case en torchis. Le maître de l'habitation Gallard, c'était Monsieur de Villedieu, un homme gras, avec un visage rougeau et des mains qui n'avaient jamais tenu autre chose qu'un verre de rhum ou une cravache. De Villedieu était dur, mais il était surtout capricieux. Un jour, il vous donnait une ration de manioc supplémentaire, le lendemain, il vous faisait fouetter pour un morceau de canne volée. Mais le vrai poison sur la plantation, celui qui faisait le sale boulot avec un plaisir malsain, c'était le commandeur. On l'appelait Zéphirin. Zéphirin était un mulâtre, un homme libre de couleur, mais il avait choisi d'être plus cruel que n'importe quel blanc pour prouver sa loyauté à De Villedieu. Il prenait un malin plaisir à humilier ceux qu'il considérait comme plus bas que lui, c'est-à-dire tout le monde. Un matin, il y a eu un incident. Un petit incident comme il y en avait des dizaines par semaine, mais celui-là, il a fait déborder la marmite dans le cœur de Toussaint. Marie était enceinte, très enceinte. Elle avait le ventre rond comme un melon mûr. Elle était censée travailler à la cuisine ce jour-là, un travail moins éreintant que la coupe, mais Zéphirin avait décidé qu'elle n'allait pas assez vite à son goût pour trier les grains de café. Il l'avait insultée, et quand elle avait osé lever les yeux pour se défendre, il l'avait frappée, pas avec le fouet, mais avec le dos de sa main, juste assez fort pour la faire tomber, elle et son lourd fardeau. Toussaint était dans le champ de canne, à 100 mètres de là, mais il avait entendu le cri. Ce cri, mes amis, c'était le son d'une âme qui se brise. Il a lâché sa machette, et il a couru. Quand il est arrivé, Marie était à terre, se tenant le ventre, et Zéphirin se tenait au-dessus d'elle, riant d'un rire sec et méchant. Toussaint n'était pas un homme impulsif. Il était l'homme qui calculait le poids de la chaîne avant de tenter de la briser. Mais là, il n'y avait plus de calcul, il y avait juste la douleur. Il s'est jeté sur Zéphirin. Ce fut un combat bref, brutal. Toussaint était plus fort, alimenté par la rage pure. Il a saisi Zéphirin par le cou et l'a projeté contre un mur de pierre, si violemment que l'air a quitté les poumons du commandeur dans un sifflement aigu. Immédiatement, les autres esclaves se sont figés. L'attaque d'un commandeur, c'était la mort assurée et la torture avant la mort. De Villedieu, alerté par le vacarme, est arrivé sur son petit cheval, le visage déformé par la fureur. Il a vu Toussaint, les mains serrées, le commandeur gémissant au sol et Marie qui pleurait. La punition fut terrible, mais pas celle qu'on attendait. De Villedieu était un homme d'affaires avant d'être un tortionnaire. Tuer Toussaint, c'était perdre un ouvrier précieux.
Au lieu de le pendre, de Villedieu a ordonné qu'il soit attaché au poteau et fouetté jusqu'à ce que sa peau ne soit plus qu'une bouillie sanglante. Mais le châtiment le plus cruel, il l'a gardé pour Marie. Il a dit, devant tout le monde, avec un sourire froid, « Cet enfant qui vient, il ne sera pas un esclave de plus pour moi. Je le vendrai à la Dominique dès qu'il pourra marcher. Vous avez levé la main sur mon commandeur, Toussaint. Vous paierez avec ce que vous aimez le plus. » Ce jour-là, Toussaint n'a pas seulement reçu des coups de fouet sur le dos, il a reçu une sentence de mort pour son cœur. Pendant qu'il était attaché, sa chair se déchirant à chaque claquement de cuir, il n'a pas crié. Il a juste regardé Marie, et dans ses yeux, il n'y avait plus de larmes, il n'y avait plus de douleur. Il y avait le vide, et dans ce vide, quelque chose de froid et de dur était en train de naître. Quand on l'a détaché, 3 jours plus tard, il ne pouvait plus marcher. Mais quand il a pu se lever, il n'a plus jamais été le même homme. Le Toussaint qui travaillait dur et espérait un peu de paix était mort sur ce poteau. À sa place, il y avait quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait fait un serment silencieux. Il a vu Marie se remettre lentement, mais elle ne le regardait plus de la même façon. La peur avait pris le dessus. Elle savait que l'acte de Toussaint avait scellé leur destin. Toussaint, lui, savait qu'il ne pouvait pas s'enfuir seul. Il ne pouvait pas juste devenir un marron dans la forêt. S'il partait, Marie et l'enfant resteraient. Et si l'enfant était vendu, il ne le supporterait pas. Sa vengeance ne pouvait pas être juste contre de Villedieu. Non, de Villedieu n'était qu'un maillon de la chaîne. La chaîne, c'était tout le système, toutes les plantations qui crachèrent la richesse et la misère. Alors, Toussaint a commencé à observer. Il a cessé de se plaindre, il a cessé de montrer de la faiblesse. Il est redevenu le travailleur silencieux, le plus efficace des coupeurs de canne. De Villedieu a pensé qu'il avait brisé son esprit. Quelle erreur! Toussaint ne travaillait plus pour le maître, il travaillait pour son plan. Il avait besoin de savoir 2 choses, où frapper et quand frapper. La saison sèche approchait. C'était la saison de la coupe. La saison où la canne est la plus riche en sucre, mais aussi la saison où elle est la plus sèche, la plus inflammable. Il a choisi la nuit du 10 au 11 mars 1809. Une nuit sans lune, une nuit où le vent soufflerait du sud-est, un vent sec et régulier, parfait pour transporter les étincelles. Toussaint savait que pour que son message soit entendu, il ne fallait pas brûler juste l'habitation Galard. Il fallait que le feu soit visible depuis Basse-Terre, depuis la mer, depuis le ciel. Il fallait que ce soit un événement qui crierait la rage des esclaves à toute la colonie. Il a choisi 5 plantations voisines, 5 des plus grandes et des plus riches, toutes dépendantes les unes des autres par un réseau de routes de charrettes mal surveillées. Galard, bien sûr, mais aussi la Trinité, Bellevue, Desmarais et le Petit-Bourg. 5 centres de richesse, 5 symboles de l'oppression. Les frapper tous en même temps, c'était un acte de folie pure. Personne n'avait jamais osé ça. C'était la logistique d'une petite guerre. Pendant les semaines qui ont précédé cette nuit, Toussaint a agi comme un fantôme. Il a mis de côté tout ce dont il aurait besoin. Il ne pouvait pas utiliser les outils du maître, trop surveillés. Il devait se débrouiller avec ce que la terre lui donnait. Il a commencé par voler de petites quantités de graisse animale à la cuisine, sous le nez de la cuisinière, sans qu'elle s'en aperçoive. Cette graisse, il l'a mélangée à de la poix et à de la résine, qu'il extrayait des arbres dans la forêt lors de ses heures de pause. Il fabriquait des mèches, des torches primitives, mais puissantes. Le plus difficile, c'était le transport. Il fallait que ces mèches soient sur les 5 sites avant minuit, et il était seul. Il a trouvé une vieille charrette abandonnée, cassée, dans un coin de la propriété. Il a passé des nuits à la réparer doucement, sans bruit, en utilisant des lianes solides pour remplacer les cordes pourries et des morceaux de bois récupérés. Il a camouflé la charrette sous des branches de bananier, loin des regards. Le plan était simple dans son exécution, mais terrifiant dans son ampleur. 1. Aller d'abord aux plantations les plus éloignées, la Trinité et Bellevue, pour y déposer les mèches chronométrées. 2. Revenir pour Desmarais et le Petit-Bourg. 3. Finir par Galard, le cœur de sa douleur,
et s'assurer que le feu prenne là où il ferait le plus de dégâts, les moulins et les hangars de stockage de sucre raffiné. Il savait qu'il n'avait que quelques heures entre le coucher du soleil et l'aube. Il devait être rapide comme le vent et silencieux comme la nuit. Quelques jours avant le grand soir, Toussaint a fait une chose qu'il n'avait jamais faite. Il a parlé à un autre esclave, un vieil homme nommé Jean, qui travaillait aux écuries. Jean était à moitié aveugle, mais il entendait tout. Toussaint n'a pas révélé son plan, non, il a juste posé des questions anodines sur les habitudes des gardiens des plantations voisines. « Dis-moi, grand Jean, à la Trinité, est-ce que le chien de garde aboie toujours quand la lune est cachée? À la Trinité, Toussaint, le chien est vieux et sourd, mon fils. Il ne voit plus rien et le gardien boit trop de tafia après le dîner. » Des informations pareilles, Toussaint les stockait. Chaque faiblesse des maîtres devenait une force pour lui. La veille du 10 mars, Toussaint a passé sa journée comme n'importe quel autre. Il a coupé la canne, il a souri au commandeur, il a mangé sa maigre ration de pois et de riz. Il a même donné un peu de sa nourriture à Marie, lui caressant doucement le ventre sans dire un mot. Il savait que c'était peut-être la dernière fois qu'il la voyait. Il ne prévoyait pas de s'échapper. Il prévoyait de mourir en homme libre, ou du moins de mourir après avoir fait payer le prix de sa liberté volée. Quand le soleil a commencé à plonger dans la mer, peignant le ciel de couleur de feu, un présage peut-être, Toussaint s'est rendu à sa case. Il s'est lavé. Il a mis les vêtements les plus sombres qu'il possédait. Il a pris une petite gourde d'eau, et dans un petit sac de jute, il a mis les mèches qu'il avait préparées, ses allumettes à friction. Un luxe rare qu'il avait réussi à obtenir d'un contrebandier sur le port il y a des mois, et sa fidèle machette, aiguisée à la perfection, non pas pour le combat, mais pour couper les obstacles sur son chemin. Il a regardé Marie, qui dormait d'un sommeil agité. Il s'est agenouillé près d'elle, et il a murmuré si bas que seul le vent l'a entendu. « Je ne peux pas sauver notre enfant, mais je peux sauver ce qu'il reste de nous. » Puis, il est sorti. La nuit était parfaite, épaisse, noire, lourde de promesses et de secrets. Le vent soufflait déjà, caressant les champs de canne qui s'étendaient à perte de vue. Des millions de tiges sèches, prêtes à s'embraser. Toussaint s'est dirigé vers la cachette de sa charrette. Il a chargé les mèches. Il a attaché un morceau de toile noire sur sa tête pour masquer le peu de lumière qui pouvait venir des étoiles. Il savait que le danger n'était pas seulement d'être vu par les gardiens. Le danger était aussi d'être vu par les siens. Si un autre esclave le dénonçait par peur, tout était fini. Mais il avait confiance dans le silence de la communauté, un silence forgé par des siècles de souffrances partagées. Il a commencé sa course folle. Il ne pouvait pas prendre les routes principales. Il devait traverser les champs, en longeant les haies et les ravines. La charrette grinçait légèrement, mais le vent couvrait le bruit. Sa première cible, la Trinité, était à près de 2 heures de marche rapide. C'était une grande propriété, avec un moulin à vent énorme, facile à repérer même dans l'obscurité. Toussaint courait, non pas avec la panique, mais avec la détermination froide d'un homme qui exécute une tâche sacrée. Chaque pas était lourd, mais chaque pas le rapprochait de la fin de sa servitude intérieure. Quand il a atteint la limite de la Trinité, il a senti l'odeur du rhum et du tabac. Le gardien, comme l'avait dit Grandjean, était ivre. Sa lampe à huile vacillait mollement dans la loge. Toussaint s'est glissé dans le champ de canne, les tiges sèches lui fouettant les jambes. Il a atteint le hangar principal, là où étaient stockées les balles de sucre prêtes à être expédiées. C'était le cœur économique de la plantation. Il a pris les plus grosses mèches, les a enduites de graisse et les a glissées profondément dans les ballots de paille et les sacs de sucre brut. Il a réglé les mèches pour qu'elles brûlent lentement pendant 1 heure et demie, le temps qu'il soit loin. Il n'avait pas le temps de s'assurer que ça prenne immédiatement. Il devait faire confiance à la lenteur de la combustion pour lui donner l'avance nécessaire. Il a allumé la première mèche avec précaution. La flamme, minuscule, dansait à peine. Il l'a recouverte de paille et s'est éloigné. Il n'a pas regardé derrière lui. Il n'en avait pas besoin. Une fois de retour à sa charrette,
Il a repris sa route vers Bellevue, la deuxième plantation. Le temps filait, il devait maintenir ce rythme infernal. À Bellevue, la situation était un peu plus délicate, il y avait plus de chiens. Mais Toussaint avait prévu ça. Il avait pris un morceau de viande séchée qu'il avait laissé traîner près d'une ravine pour y laisser son odeur forte. En arrivant, il a jeté la viande loin de la zone de stockage. Les chiens, affamés, se sont jetés dessus, les mâchoires claquant, couvrant le bruit de son approche. À Bellevue, Toussaint a visé les étables. Brûler les animaux, c'était frapper la force de travail, pas seulement la récolte. C'était un coup plus profond, plus douloureux pour le maître. Il a répété le rituel. Mèches enduites, allumage, départ immédiat. 2 plantations étaient maintenant en sursis. Il était minuit passé. Toussaint avait le corps trempé de sueur, mais il ne sentait pas la fatigue. Il sentait la mission. Il est revenu vers le centre, vers Desmarais. Desmarais était la plus grande, la plus peuplée. Il n'a pas pu s'approcher des bâtiments principaux. Trop de monde, même la nuit. Alors, il a frappé les champs. Il a choisi la parcelle la plus sèche, la plus proche des réserves d'eau, paradoxalement. Il a créé 3 foyers de départ, en utilisant des touffes de canne tressées et imbibées de résine. À Desmarais, il n'a pas utilisé de mèche lente. Il a mis le feu directement. Il voulait que Desmarais commence à s'embraser juste après l'heure où les gardiens étaient le plus susceptibles de dormir, vers 2 heures du matin. Quand il a allumé le premier foyer, il y a eu un craquement sec, suivi du sifflement rapide des feuilles qui s'enflamment. En quelques secondes, une petite ligne de feu courait le long de la parcelle. Toussaint a couru vers les 2 autres points, les a allumés et s'est enfui. Le vent, le complice de Toussaint, a pris le relais. Il a vu, en s'éloignant, la ligne de feu devenir un mur orangé, léchant le ciel nocturne. Il restait 2 plantations, le Petit Bourg et Galard. Il fallait qu'il arrive à Galard juste au moment où les autres feux se déclareraient massivement. Le Petit Bourg était une petite plantation, mais elle était stratégiquement placée sur une colline. Le feu là-bas serait un signal. Toussaint a atteint le Petit Bourg. Il a senti la panique monter, pas la sienne, mais l'excitation du danger qui approchait. Il savait que le temps était compté. Bientôt, les flammes de Desmarais seraient visibles. Il a mis le feu au hangar à outils du Petit Bourg, utilisant cette fois une méthode plus rapide. Il a versé de l'huile de cuisine volée sur des chiffons, les a jetés dans le hangar et a allumé. Quand il a repris sa course vers Galard, Toussaint a fait une pause rapide sur une crête. Il a regardé l'horizon. Ce qu'il a vu l'a coupé le souffle. Au loin, dans le sud, 2 lueurs rouges montaient déjà. La Trinité et Bellevue commençaient à s'activer. Plus près, le champ de Desmarais était une mer de flammes, crépitant et rugissant. Le Petit Bourg, derrière lui, envoyait déjà une colonne de fumée noire et grasse. 4 feux, 4 phares de colère. Toussaint a entendu, pour la première fois, le son de son succès, le tocsin. La cloche de l'église de Saint-Claude loin sonnait l'alarme. Puis une autre cloche, et encore une autre. La colonie était en train de se réveiller. Il fallait maintenant frapper Galard. Et c'était la partie la plus dangereuse. Il était sur place, et les gardiens seraient maintenant alertés par le vacarme général. Toussaint a couru vers la demeure de Villedieu, mais il ne visait pas la maison. Tuer le maître maintenant, c'était gâcher le spectacle. Il voulait détruire sa richesse. Il s'est glissé dans l'usine de raffinage, le cœur de la plantation. C'était un bâtiment en pierre, mais rempli de matières inflammables, résidus de mélasse, sacs de sucre en poudre et surtout les chaudières pleines de jus de canne bouillant. Il a mis le feu au stock de sucre, puis il a pris sa machette. Il a frappé les conduites d'alimentation en eau et les systèmes de refroidissement des chaudières. Il voulait que la chaleur monte sans contrôle. La chaleur dans l'usine était déjà étouffante. Toussaint savait qu'il ne lui restait que quelques minutes avant que tout n'explose. Villedieu est sorti de sa maison en chemise de nuit, hurlant des ordres incohérents. Zéphirin, le commandeur, courait vers l'usine, son visage livide de panique. Toussaint a attendu. Il s'est caché derrière un tas de bois. Zéphirin est entré dans l'usine. Il a vu les flammes lécher les sacs de sucre. Il a crié « Qui a fait ça ?»
Toussaint n'a pas répondu. Il a juste regardé Zéphirin, ce bourreau qui avait frappé Marie. Et alors, Toussaint a fait la dernière chose qu'il avait à faire. Il a pris une torche préparée, l'a lancée sur le tas de bois qu'il avait saboté plus tôt, et il a couru. Il a couru vers les champs, vers l'obscurité, tandis que derrière lui, l'habitation Galard devenait le 5e phare, le plus grand de tous. 5 plantations, en une seule nuit. Et c'est là que le mystère commence, mes amis. 5 incendies gigantesques, des centaines d'hommes blancs et de gardiens en panique, des cloches qui sonnent partout. Et pourtant, personne n'a arrêté Toussaint. Personne n'a pu l'arrêter. Pourquoi? Parce que la fureur était trop grande, le chaos trop complet. Les maîtres ne savaient pas où courir. Leurs propres esclaves, voyant les feux partout, étaient figés, ou pire, ils souriaient. Mais surtout, ils ne l'ont pas arrêté parce que le feu n'était pas la seule chose qui brûlait cette nuit-là. Une autre chose prenait feu, une chose bien plus dangereuse. C'était l'espoir. L'espoir que la vengeance était possible. Et Toussaint, lui, il était déjà loin regardant son œuvre depuis la colline, les flammes dansant dans ses yeux. Il avait fait sa part, mais attendez, l'histoire ne fait que commencer. Il est facile de mettre le feu. L'art, c'est de s'échapper quand tout le monde vous cherche, surtout quand la colonie entière sait que le coupable est l'esclave, qui n'a pas crié sous le fouet. Et c'est ce qui s'est passé juste après que le jour s'est levé sur les ruines fumantes. Le vrai danger, le vrai piège, se refermait sur lui et sur Marie. Le jour s'est levé, mes amis, mais ce n'était pas un lever de soleil ordinaire. C'était un jour de jugement. Imaginez l'aube. Au lieu de la brume légère et fraîche qui monte habituellement de la mer, il y avait une chape de fumée noire et âcre qui couvrait toute la plaine du sud. Le soleil lui-même, quand il a réussi à percer cette couverture de cendres, était rouge sang. 5 foyers, 5 brasiers qui avaient craché leur rage toute la nuit. L'habitation Galard, le cœur de la haine de Toussaint, n'était plus qu'une ruine fumante. Le moulin était tombé, ses grandes ailes de bois carbonisées gisaient à terre. L'usine de raffinage, gorgée de sucre et de mélasse, avait explosé dans un grand souffle chaud, laissant derrière elle un chaos de pierres noircies. De Villedieu, le maître, n'était plus le seigneur rougeaud et arrogant que nous connaissions. Il errait au milieu des décombres, sa chemise de nuit déchirée, les pieds nus, couverts de suie et de larmes de fureur. Il n'était pas en deuil d'un être cher, il était en deuil de sa richesse. Des années de labeur, de cruauté, de profit réduites en poudre et en fumée en quelques heures. Les autres maîtres des plantations voisines, la Trinité, Bellevue, Desmarais, le Petit Bourg, arrivaient à cheval, leur visage exprimant un mélange d'horreur et de panique. Ils n'avaient pas été frappés par le sort, mais par une main délibérée, une seule main, et ils savaient de qui il s'agissait. De Villedieu n'a pas eu besoin de réfléchir longtemps. Il a pointé du doigt l'évidence, hurlant à ses gardiens « Toussaint ! C'est l'esclave qui a levé la main sur Zéphirin. Il a fait ça. Il faut le retrouver, mort ou vif, avant que cette histoire ne donne des idées à tout le monde. » C'était ça, la vraie peur des maîtres. Ce n'était pas la perte matérielle qui les terrifiait le plus, c'était le message. Un esclave, seul, avait réussi à paralyser une région entière. Si Toussaint pouvait le faire, pourquoi pas les autres? La contagion de l'espoir était pire que la peste. La chasse a commencé immédiatement. Le commandeur Zéphirin, qui avait échappé de peu à l'explosion de l'usine, était le plus acharné. Son humiliation était publique. Il avait été battu par Toussaint et maintenant, Toussaint avait détruit la source de son pouvoir. Il voulait le sang de Toussaint. Il a pris une dizaine d'hommes, des gardiens et des esclaves, choisis pour leur loyauté ou leur lâcheté, et il s'est lancé sur la piste. Mais où chercher? Les 5 plantations brûlaient toujours, et la priorité des maîtres était de sauver ce qui pouvait l'être, de contrôler les esclaves qui restaient et qui regardaient les ruines avec des yeux étrangement brillants. Toussaint, pendant ce temps, était loin, haut dans les mornes, les collines qui dominaient la côte. Il s'était réfugié dans une petite grotte, un abri qu'il connaissait depuis l'enfance. De là, il voyait tout. Il voyait les colonnes de cavaliers qui se lançaient dans toutes les directions, comme des fourmis paniquées.
Il entendait les cris, les ordres, les claquements de fouet pour ramener le semblant d'ordre. Il n'avait pas dormi. Il ne pouvait pas. Son corps était épuisé par la course de la nuit, mais son esprit était en alerte maximale. Il avait réussi la première partie de son plan, la destruction. Il restait la deuxième partie, la plus difficile, sauver Marie. Il savait que De Villedieu ne la tuerait pas. Pas tout de suite. Elle était là pas. Le maître savait que Toussaint était un homme d'honneur, un homme qui tenait à sa famille plus qu'à sa propre vie. Et effectivement, les gardiens ne l'avaient pas cherché dans les champs. Ils l'avaient trouvée dans sa case, seule, tremblante, mais indemne. De Villedieu a ordonné qu'elle soit déplacée. On l'a installée dans la seule petite dépendance en pierre qui avait survécu près de la grande maison sous la surveillance constante de 2 hommes armés. Marie était terrifiée, non seulement par le feu qui avait ravagé le monde autour d'elle, mais par l'homme qu'était devenu Toussaint. Il avait basculé. Il n'était plus l'homme qui rêvait d'une petite paix, il était l'orage. Et elle était au centre de la tempête. Zéphirin est venu la voir. Il s'est tenu devant elle, les mains sur les hanches, savourant son propre pouvoir. Ton homme, Marie, il a signé son arrêt de mort, et le tien, et celui de ton enfant. Marie n'a pas répondu, elle a juste regardé ses pieds. « Regarde-moi » a aboyé Zéphirin. « Il va revenir, il va ramper comme un chien pour te chercher, et quand il le fera, nous serons là. Dis-moi où il se cache, et je demanderai à De Villedieu d'avoir pitié de toi. » Marie a levé les yeux, et même si elle avait peur, il y avait une étincelle de fierté qu'elle ne pouvait pas cacher. « Je ne sais rien. Toussaint ne dit rien. » Zéphirin l'a giflé, mais cette fois, la douleur était psychologique. Il savait qu'elle mentait. Il savait que Toussaint ne pouvait pas être loin. De Villedieu, de son côté, avait mis un prix exorbitant sur la tête de Toussaint. On parlait de 500 pièces d'or, une fortune qui pouvait libérer une famille entière. Cet appât était lancé non seulement aux Blancs, mais aux hommes de couleur libre, et même aux esclaves. La tentation de la trahison était immense. Toussaint, là-haut dans les mornes, devait agir vite. Chaque heure passée à attendre augmentait le risque qu'un esclave cupide ne le vende. Il avait besoin d'un contact. Il avait besoin de savoir où Marie était exactement détenue et combien de gardiens la surveillaient. Il a pensé à Grand Jean, le vieil homme des écuries. Jean était peut-être aveugle, mais il était fiable. Il était aussi l'un des rares à avoir vu la douleur de Toussaint sans jugement. Le plan de Toussaint était risqué. Il ne pouvait pas descendre lui-même. Il a passé la journée à observer les allées et venues, mémorisant les patrouilles de Zéphirin. Il a remarqué que les patrouilles se concentraient sur les grandes routes, pensant que Toussaint chercherait à s'éloigner vers les grandes forêts du centre de l'île pour rejoindre les communautés marrons établies. Mais Toussaint n'allait pas vers le centre. Il restait près du chaos, là où personne ne cherchait un fugitif. Vers la fin de l'après-midi, il a préparé son message. Il a pris une feuille de bananier, a utilisé de la cendre mouillée pour dessiner un symbole simple, un oiseau stylisé, le colibri, symbole de rapidité et de discrétion avec un point sous l'aile. Il a attendu la tombée de la nuit. La nuit était moins noire que la précédente, car les braises des plantations éclairaient l'horizon. Toussaint s'est glissé hors de sa cachette. Il a marché le long des ravines, utilisant les bruits naturels, le vent dans les palmes, le chant des grenouilles, pour masquer le bruit de ses pas. Il a atteint la lisière du champ de canne qui n'avait pas brûlé, le plus proche des quartiers des esclaves, qui étaient intacts. Il savait que Grand Jean prenait son repas du soir près de sa case, à l'écart des autres. Il a repéré Jean, assis sur un tabouret, mangeant sa ration. Toussaint n'a pas appelé. Il a émis un son, un petit sifflement aigu qui imitait le cri d'un oiseau nocturne rare. Jean s'est figé. Il était aveugle, mais il n'était pas sourd. Il a attendu. Toussaint a sifflé une seconde fois, plus court. C'était leur signal. Jean s'est levé lentement, comme s'il allait chercher de l'eau. Il a marché vers l'ombre où Toussaint se cachait, le cœur battant. Il savait que parler à Toussaint était la mort.
Toussaint, a chuchoté Jean, sa voix tremblante. Chut, grand Jean, c'est moi. Toussaint était accroupi, invisible dans l'ombre des manguiers. Je n'ai pas le temps. Marie, où est-elle? Ils l'ont mise dans la petite maison de pierre, près de l'ancienne cuisine du maître. Elle est gardée. 2 hommes, un à la porte, l'autre, il dort toujours mal après les feux. Toussaint a assimilé l'information. La petite maison de pierre, elle était solide, difficile à pénétrer. Écoute-moi bien, grand Jean, j'ai besoin de toi. Toussaint a tendu la feuille de bananier avec le dessin. Tu vas trouver un moyen de glisser ça à Marie, demain soir, pas avant, quand la lune se lève. Jean a pris la feuille tremblante. Qu'est-ce que c'est? C'est un plan. Le point, c'est l'endroit où je serai. Je serai à la grande ravine, celle qui mène à la source, à minuit. Elle doit s'échapper et venir là. Jean a dégluti. C'est impossible, mon fils. Il y a des gardiens partout. Et Zéphirin, il rôde comme un chacal. Alors, il faut que tu crées une diversion. Toussaint a posé une main ferme sur l'épaule du vieil homme. Tu as vu ce que j'ai fait. Tu as senti la peur des maîtres. Maintenant, c'est à toi de jouer. Demain soir, juste avant minuit, tu dois faire du bruit, beaucoup de bruit, loin de la maison de Marie. Jean n'a pas protesté. Il a regardé la feuille, puis le point d'ombre où se tenait Toussaint. Il a compris que la vengeance n'était pas finie, qu'elle passait maintenant par la libération. Je ferai ce que je peux, Toussaint, mais si je me fais prendre, tu ne te feras pas prendre si tu es malin. Fais quelque chose de stupide, quelque chose qu'on attend d'un vieil homme. Toussaint a senti la patrouille de Zéphirin revenir. Pars. Jean est retourné vers sa case, la feuille de bananier cachée dans son vêtement. Toussaint a disparu dans les ténèbres. Le lendemain fut une journée d'attente insupportable. Toussaint était une statue dans la forêt, écoutant le vent. Il savait que Jean avait une mission presque impossible. Pendant ce temps, la panique montait dans la colonie. Les militaires de Basse-Terre avaient été alertés. Des soldats français, fraîchement débarqués, étaient arrivés pour patrouiller. Ils ne comprenaient rien à la géographie locale, mais ils étaient armés et brutaux. De Villedieu, ayant perdu la tête, avait ordonné que tous les esclaves de Galard soient enfermés la nuit dans des hangars pour éviter toute nouvelle étincelle. Sauf Marie. Elle restait là-bas. Marie, elle, avait reçu le message. Jean avait profité d'un moment où le gardien de la porte s'était assoupi, épuisé par le stress, pour lui glisser la feuille dans sa main pendant qu'il lui apportait sa maigre ration. Elle avait déplié la feuille dans l'obscurité. Le dessin du colibri, le point. Minuit, la ravine. La peur lui tordait le ventre. Elle était enceinte, lourde, et la ravine était un chemin de chèvre, plein de pierres et de racines. Mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Si Toussaint risquait tout pour elle, elle devait risquer tout pour lui. Elle a passé la soirée à rassembler le strict minimum, une petite couverture, un peu d'eau. Elle portait une robe ample, la meilleure pour se cacher. Les 2 gardiens étaient là. Le premier, à la porte, était un homme lourd nommé Étienne, qui ronflait déjà bruyamment. Le second, à l'intérieur de la petite cour, buvait du tafia pour oublier les flammes de la veille. Marie a attendu. L'attente était un poison lent. À l'approche de minuit, juste au moment où la lune commençait à se lever, un bruit est monté du quartier des esclaves, à quelques centaines de mètres de là. Ce n'était pas un cri de révolte. C'était un bruit stupide, maladroit. Grand Jean, le vieil aveugle, avait réussi à renverser un tonneau de mélasse fermentée sur le sol de la cuisine collective. La mélasse, collante et odorante, s'était répandue. Jean s'était mis à crier qu'il était attaqué par des rats géants et qu'il avait glissé. C'était la diversion de l'idiot. Immédiatement, les gardiens se sont agités. Zéphirin, qui veillait non loin, a hurlé « Qu'est-ce que c'est encore que ce vacarme? Allez voir !» Le gardien intérieur, celui qui buvait, a juré et s'est précipité vers la cuisine, laissant Étienne le ronfleur, seul à la porte de Marie. C'était la chance de Marie. Elle a attendu 1 minute, le temps que le gardien s'éloigne.
Étienne ronflait toujours. Elle s'est dirigée vers la petite fenêtre à barreaux de la dépendance. C'était la seule ouverture qui ne donnait pas directement sur la cour principale. La fenêtre était petite, mais Marie était menue, même enceinte. Elle a poussé, mais les barreaux étaient solides. Elle a cherché autour d'elle et elle a trouvé une pierre lourde, un ancien pilon. Elle a frappé doucement, méthodiquement, sur le joint de ciment d'un des barreaux. Le bruit était couvert par le chaos lointain de grands gens et des gardiens qui essayaient de nettoyer la mélasse. Enfin, le ciment a cédé. Elle a tiré le barreau, puis un deuxième. L'ouverture était juste assez grande. Elle s'est glissée dehors, le ventre en avant, se coupant légèrement la peau, mais ignorant la douleur. Elle est tombée dans un petit massif de bananiers. Elle a couru, ou plutôt, elle a marché le plus vite possible, se dirigeant vers la ravine indiquée sur la feuille. Toussaint était là. Il avait entendu le vacarme de Jean. Il avait vu les lampes courir vers la cuisine. Il savait que c'était le signal. Il était caché dans l'ombre de la ravine, sa machette à la main, prêt à tout. Il attendait l'arrivée de Marie, mais il attendait aussi l'arrivée de Zéphirin, car il savait que le commandeur ne mettrait pas longtemps à comprendre la ruse. Marie est apparue, essoufflée, les yeux écarquillés par la peur et l'effort. Quand Toussaint l'a vue, son cœur s'est serré. Elle était pâle, épuisée. Il s'est précipité vers elle, l'a prise dans ses bras avec une douceur infinie, oubliant un instant qu'il était l'homme le plus recherché de la colonie. « Tu vas bien, Marie, tu vas bien. »« Toussaint, qu'as-tu fait ?» C'était un murmure, un reproche plein d'amour et de terreur. Ce que je devais faire. Maintenant, nous partons. Mais alors qu'il la tenait, un bruit de pas lourds et rapides a résonné derrière eux, dans les fourrés. Toussaint. C'était Zéphirin. Il n'avait pas été dupe de l'histoire des rats. Il avait couru directement vers la maison de Marie, avait vu la fenêtre ouverte et avait compris. Il avait suivi la piste de Marie, une piste facile à repérer dans l'herbe mouillée. Zéphirin n'était pas seul. Il avait 2 hommes avec lui, armés de fusils. Toussaint a poussé Marie derrière lui. Il a dégainé sa machette. « Laissez-la partir, Zéphirin », a dit Toussaint, sa voix calme mais tranchante comme l'acier. « Laisse-la, elle est la propriété du maître, et toi, tu es un homme mort. » Zéphirin brandissait sa cravache. Il était fou de rage. Il voulait la gloire d'avoir capturé le grand incendiaire. Les 2 gardiens armés ont levé leurs fusils. Toussaint savait qu'il ne pouvait pas se battre contre 3 hommes armés en terrain découvert, surtout avec Marie derrière lui. Il a fait la seule chose qu'il pouvait faire. Il a couru, mais pas vers le haut de la colline. Il l'a plongé dans la ravine, tirant Marie avec lui. La ravine était sombre, profonde, pleine de ronces. C'était un terrain dangereux, mais c'était la chance de Toussaint. Les hommes armés hésiteraient à descendre dans l'obscurité, de peur de glisser ou de se casser une jambe. « Tirez, tirez sur lui !» hurlait Zéphirin, mais les gardiens n'osaient pas tirer dans le noir, de peur de toucher Marie ou même Zéphirin. Toussaint et Marie dévalèrent la pente. Marie gémissait, son ventre lui faisait mal. « Tiens bon, Marie !» Ils ont atteint le fond de la ravine, là où coulait un petit ruisseau. L'eau était fraîche. Toussaint a continué de courir dans le ruisseau, car l'eau efface les traces. Zéphirin est arrivé au bord de la ravine, crachant sa fureur. Il a vu Toussaint et Marie disparaître dans l'obscurité épaisse. Il a ordonné à ses hommes de faire le tour, de les attendre à la sortie de la ravine. Toussaint avait gagné quelques minutes, mais il n'était pas en sécurité. Il courait avec sa femme enceinte, poursuivi par le commandeur le plus cruel de l'île. Il savait qu'il ne pouvait pas emmener Marie dans la forêt profonde tout de suite. Elle n'y survivrait pas dans son état. Il lui fallait un endroit sûr, temporaire, pour qu'elle puisse se reposer et se remettre de l'accouchement qui approchait. Il a pensé à un endroit que seuls les esclaves connaissaient. Un petit village caché, loin des plantations, habité par d'anciens marrons qui vivaient de la culture du vivrier. Un endroit qui n'avait jamais été découvert par les maîtres. Il a marché toute la fin de la nuit, guidant Marie. Elle était courageuse, mais sa force l'abandonnait. Quand le 2e soleil s'est levé sur la Guadeloupe, Toussaint et Marie étaient loin des champs brûlés,
Mais ils n'étaient pas encore libres. Ils étaient dans la jungle, le royaume des bêtes, et le commandeur Zéphirin, avec la rage de 2 vils dieux derrière lui, ne lâcherait jamais l'affaire. La chasse était ouverte, mes amis. Une chasse à l'homme qui avait osé défier le pouvoir par le feu. Et c'est là que l'histoire de Toussaint prend une autre dimension. Car il n'était plus seulement un fugitif. Il était l'étincelle qui pouvait allumer la poudre dans toute la colonie. Et pour survivre, il allait devoir devenir plus qu'un homme. Il allait devoir devenir une légende. Nous allons voir maintenant comment, traqué par des centaines de soldats et de chasseurs d'esclaves, Toussaint a réussi à disparaître, à se fondre dans le paysage et surtout à protéger Marie dans les jours qui ont suivi. Car la vie dans la forêt est une chose, mais la survie d'une femme sur le point d'accoucher, c'en est une autre. Et le temps pressait. Zéphirin était sur leurs talons. Il courait. Ou plutôt, Toussaint courait, tirant Marie derrière lui, et elle essayait de ne pas s'effondrer. La ravine était un enfer, des roches glissantes, des racines traîtresses qui attendaient dans l'ombre de vous tordre une cheville. L'eau du ruisseau était fraîche, mais elle masquait les douleurs de Marie. « Nous devons sortir de l'eau », haleta Toussaint. Rester dans le ruisseau était bon pour effacer leurs traces, mais cela les ralentissait trop. Zéphirin et ses hommes, même s'ils étaient le plus lents à cause de la peur de l'obscurité et du terrain hostile, allaient finir par trouver la sortie de la ravine. Toussaint repéra un sentier de chèvres qui montait abruptement la paroi. C'était un mur de terre et de lianes. « Accroche-toi à moi, Marie !» Fort, il la hissait. Toussaint avait la force d'un bœuf et la rage d'un tigre. Il grimpait avec une rapidité incroyable, utilisant chaque aspérité de la roche, chaque racine solide. Marie, malgré son fardeau, puisait dans une réserve de force qu'elle ne se connaissait pas. Elle savait que si elle lâchait, c'était la capture, et pour Toussaint, c'était la mort. Quand ils ont atteint le sommet, ils ont plongé dans la forêt épaisse, les mornes. Là, le silence était leur allié. Le sol était une éponge de feuilles mortes et d'humidité. Derrière eux, ils entendirent les cris frustrés de Zéphirin. Le commandeur avait compris qu'il avait perdu sa proie dans la ravine. « Faites le tour, criez, ils ne peuvent pas être loin !» Toussaint ne se reposa pas. Il savait que le commandeur était têtu. Il ne s'arrêterait pas avant de les avoir trouvés. Ils marchèrent pendant des heures. La nuit s'épuisait et Toussaint devait trouver le village caché avant l'aube, avant que les patrouilles officielles ne prennent le relais de la chasse menée par Zéphirin. Marie, elle, ne disait plus rien. Elle marchait, les dents serrées. Toussaint sentait que quelque chose n'allait pas. « Marie, dis-moi, tu as mal ?» Elle hocha la tête, incapable de parler. « Ce n'est pas la fatigue, Toussaint. » Le cœur de Toussaint fit un bond. Le bébé, la course folle, la chute dans la ravine, tout cela avait précipité les choses. Leur enfant allait naître en pleine fuite, en plein cœur de la jungle. Il fallait se dépêcher, mais il ne pouvait plus courir. Toussaint changea de direction. Il laissa le sentier de la crête et se dirigea vers le sud-ouest, vers la zone la plus dense et la plus difficile d'accès, là où les maîtres n'osaient jamais s'aventurer. Enfin, alors que les premières lueurs grises filtraient à travers la canopée, Toussaint reconnut un point de repère, un arbre fromager immense, le tronc couvert de lianes et de mousse. Près de là se trouvait l'entrée. Il siffla un motif complexe, le chant d'un certain oiseau. Il attendit. Quelques secondes plus tard, une silhouette sombre sortit des fourrés, armée d'une lance artisanale. C'était un homme grand, aux cheveux gris, les yeux méfiants. C'était le guetteur du village. « Qui va là ?» demanda l'homme, sa voix basse et rauque. « Toussaint de Galard, j'ai besoin d'aide, elle est sur le point d'accoucher. » L'homme, visiblement, avait entendu parler des feux. Toussaint de Galard, l'incendiaire, un mythe vivant qui venait de déposer son fardeau de cendres à leur porte. Le guetteur hésita. « Tu es un danger, Toussaint. Si les maîtres trouvent cet endroit, ils ne le trouveront pas. Mais si tu ne m'aides pas, 2 vies vont s'éteindre juste ici. » Toussaint montra Marie qui s'était effondrée contre le tronc d'un arbre, haletante. Le guetteur, voyant l'état de Marie, céda.
Les marrons respectaient la vie et la nécessité. « Suis-moi. Mais si tu nous trahis… » »« Je n'ai trahi que mes chaînes, » répondit Toussaint, sa voix pleine de promesses et de menaces. Ils entrèrent dans le village. Ce n'était pas un grand campement. C'était un assemblage de cases bien dissimulées, construites en bois et en terre, au milieu d'une clairière naturelle entourée de cultures vivrières. On l'appelait le village des cendres, non pas parce qu'il avait brûlé, mais parce que ses habitants s'étaient relevés des cendres de l'esclavage. La nouvelle de l'arrivée de Toussaint se répandit comme une onde de choc silencieuse. Les visages qui le regardaient étaient un mélange de vénération et d'anxiété. La chef du village, une vieille femme nommée Manne Céleste, s'approcha. Elle était la guérisseuse, la sage-femme, elle n'avait pas peur. Elle regarda Marie, puis Toussaint. Elle comprit immédiatement l'urgence. « Emmenez-la à la case de soins, vite !» ordonna Manne Céleste. Toussaint porta Marie. Pendant que les autres femmes s'occupaient d'elle, Manne Céleste s'adressa à Toussaint, les mains sur les hanches. « Tu as fait ce que tu devais faire, Toussaint. Les feux ont crié notre souffrance. Mais maintenant, les maîtres vont chercher le coupable avec 1000 yeux, et tu es ici. » « Je ne resterai pas, Manne Céleste. Je ne peux pas mettre votre peuple en danger, mais Marie doit accoucher ici. Laissez-la se reposer quelques jours. Ensuite, nous partirons. » Manne Céleste soupira. « Tu as attiré le chien de garde, le commandeur. Il ne s'arrêtera pas. Si tu restes, il trouvera nos traces. »« Je sais, » dit Toussaint. « C'est pourquoi je dois le distraire. » Toussaint n'avait pas l'intention de s'enfuir. Il avait l'intention d'arrêter la chasse, et pour cela il fallait éliminer le chasseur le plus dangereux, Zéphirin. Il a regardé vers la case où Marie était soignée. Il a entendu un cri de douleur. L'enfant était en route. Toussaint s'est senti impuissant. Il voulait rester et tenir la main de Marie, mais il savait qu'il devait partir maintenant, pendant que Zéphirin était encore en train de chercher dans les ravines en contrebas. Il a laissé sa machette à l'entrée de la case, comme un gage de son retour. Il a pris une lance fine et légère que lui avait donnée le guetteur. « Je reviendrai quand ce sera fini, » dit-il à Manne Céleste. « Dites à Marie que je reviendrai. » Puis, il a filé, se fondant dans la forêt, remontant la piste qu'il avait empruntée, mais en utilisant des chemins parallèles, plus hauts, plus rapides. Toussaint avait un plan. Il devait faire croire à Zéphirin qu'il s'enfonçait dans la jungle, vers le centre de l'île, loin de la côte. Il a marché pendant 1 heure, puis il a commencé à laisser des indices subtils, une branche cassée de façon non naturelle, une empreinte de pas trop visible dans la boue. Il voulait que Zéphirin le suive seul, ou avec le moins d'hommes possible. Le commandeur était avide de la prime et de la gloire. Il ne voudrait pas partager la capture. Toussaint arriva à la ravine du Serpent, un endroit maudit par les esclaves, connu pour ses glissements de terrain et ses fosses de boue. C'était l'endroit parfait pour un piège. Il s'est positionné sur une crête rocheuse qui surplombait un passage étroit et boueux. Il attendit. Le soleil montait, la chaleur devenait insupportable, lourde, moite. Moins d'1 heure plus tard, il entendit le bruit. Pas le bruit d'une patrouille militaire organisée, mais le bruit d'hommes en colère et fatigués. Zéphirin est apparu, suivi de seulement 2 gardiens. Toussaint avait eu raison, Zéphirin voulait le crédit de la capture. Le commandeur était enragé. Il avait passé la nuit à courir après un fantôme, et il voyait maintenant les traces fraîches de Toussaint. « Là! Il est allé par là !» cria Zéphirin, pointant le sentier étroit. Zéphirin se précipita dans le passage, les 2 gardiens le suivant avec hésitation. Toussaint n'a pas attendu qu'ils soient tous engagés. Il a attendu que Zéphirin soit juste au milieu du passage, là où la boue était la plus épaisse et où les racines rendèrent la marche difficile. Puis, Toussaint a agi. Il n'a pas attaqué avec sa lance. Il a attaqué avec la terre. Il avait repéré une vieille souche d'arbre, à moitié déracinée par l'érosion. Avec toute sa force, il l'a poussée. La souche a roulé, déclenchant un petit glissement de terre et de roches dans le passage étroit. « Attention !» cria un des gardiens.
Le glissement de terrain n'était pas assez important pour les enterrer, mais il était suffisant pour les déséquilibrer. Zéphirin, pris de court, a glissé dans la boue, son fusil s'échappant de ses mains. Les deux gardiens ont essayé de se stabiliser. C'était le moment de Toussaint. Il a sauté de la crête, atterrissant silencieusement derrière eux. Il était rapide, précis. Il n'y avait pas de haine, juste une exécution. Le premier gardien n'a même pas eu le temps de crier. Toussaint lui a brisé la nuque d'un coup de coude sec, un mouvement appris dans la brutalité des champs. L'homme s'est effondré dans la boue. Le deuxième gardien s'est retourné, effrayé, levant son fusil. Mais Toussaint était déjà sur lui. Il a paré le fusil avec son bras et a planté sa lance juste sous la clavicule de l'homme. C'était net et mortel. Zéphirin, couvert de boue, a rampé pour récupérer son arme, son visage déformé par la terreur. Il n'était plus le commandeur arrogant, il était un lâche. « Toussaint, non, je te donnerai l'argent. » Toussaint s'est approché lentement. Il a marché sur le fusil de Zéphirin pour l'empêcher de le prendre. « Tu ne peux pas me donner ce que je cherche, Zéphirin. »« Quoi, la liberté? Je peux te la donner. » Toussaint s'est tenu au-dessus du commandeur, le soleil brillant derrière lui, faisant de sa silhouette une ombre menaçante. « Tu as frappé Marie, tu as ri de ma douleur, tu as menacé mon enfant. » Zéphirin a essayé de se lever, mais Toussaint l'a repoussé du pied. « L'argent n'est pas ma monnaie, Zéphirin. Le prix, c'est ta vie. » La confrontation n'a pas duré. Toussaint n'a pas eu de pitié. Il a utilisé la lance avec une efficacité brutale, mettant fin à la vie du commandeur. Toussaint a regardé les trois corps gisant dans la boue. Le silence de la forêt était revenu, lourd et complet. Il a pris le temps de récupérer les bottes de Zéphirin, des bottes de cuir solides, précieuses, et sa cravache, le symbole de son pouvoir. Il a jeté les corps dans une fosse de boue naturelle, les recouvrant de feuilles et de branches. Personne ne les trouverait avant des semaines, peut-être jamais. La disparition de Zéphirin était en elle-même une victoire. Les maîtres penseraient qu'il s'était perdu ou qu'il était tombé dans une ravine. La chasse, privé de son meilleur limier, s'affaiblirait. Toussaint a nettoyé la boue et le sang sur lui. Il a laissé le faux sentier continuer vers le centre, créant une illusion parfaite. Puis, il a fait demi-tour. Il devait retourner auprès de Marie. La marche de retour fut longue, mais cette fois, Toussaint marchait avec un poids en moins, celui de la vengeance accomplie. Il n'était plus seulement un fugitif, il était un guerrier. Quand il a atteint la lisière du village des Cendres, il a entendu un son qui a balayé toute sa fatigue, toute sa douleur, le cri d'un nouveau-né. Il est entré discrètement. Le village était calme maintenant. Il s'est dirigé vers la case de soins. Manne Céleste était assise à l'extérieur, nettoyant des herbes. Elle l'a regardé, ses yeux sages, lisant l'histoire dans ses vêtements déchirés et son calme retrouvé. « C'est fini ?» a-t-elle demandé. Toussaint a montré les bottes de Zéphirin. « Il ne nous chassera plus. » Manne Céleste a hoché la tête, sans surprise ni jugement. « Entre. » Toussaint est entré dans la case. L'air était chaud, saturé de l'odeur de terre, de sang et d'herbes médicinales. Marie était allongée sur une natte de paille, pâle, mais un sourire épuisé éclairait son visage. Elle tenait contre elle un minuscule paquet enveloppé dans un vieux tissu. Toussaint s'est agenouillé près d'elle. Il a regardé l'enfant. C'était un petit garçon, parfait, noir comme l'ébène, et il dormait paisiblement. « C'est un garçon, Toussaint », a murmuré Marie. Toussaint a touché doucement le front du bébé, sa main tremblante. Il avait risqué la vie de cet enfant pour sa vengeance, et maintenant, il était là, sain et sauf, né libre dans l'ombre de la forêt. « Il est beau », dit Toussaint, la gorge serrée. « Il est né juste au moment où le soleil se couchait à nouveau », a dit Marie. « Il a vu la fin de la nuit et le début de sa vie. »« Il est né libre », a répété Toussaint, une vérité qui résonnait plus fort que tous les feux qu'il avait allumés. Mais Marie, malgré sa joie, est revenue à la réalité. « Toussaint, qu'allons-nous faire? Ils nous chercheront. Les soldats. Ils chercheront un homme qui court, Marie. Ils ne trouveront qu'un homme qui attend. »
Toussaint savait que la mort de Zéphirin leur avait donné quelques jours de répit, peut-être une semaine, avant que de Villedieu ne comprenne qu'il ne s'agissait pas d'une simple perte, mais d'une élimination. Il s'est assis avec Manne Céleste pour discuter. « Les feux ont fait du bruit jusqu'à Basse-Terre », expliqua la vieille femme. « Les Français ont envoyé des patrouilles. Ils ne connaissent pas la forêt. Ils resteront sur les routes. Mais ils sont méthodiques. Ils vont quadriller la zone. » Toussaint a regardé son fils. Il ne pouvait pas emmener Marie et le bébé plus loin dans l'immédiat. Il devait rester au village des Cendres. « Je dois aider à protéger cet endroit, » dit Toussaint. « Je suis la raison pour laquelle ils viendront. Je dois être la raison pour laquelle ils ne trouveront rien. » Les Marrons, bien qu'experts en survie, n'étaient pas des guerriers organisés. Ils fuyaient, ils se cachaient. Toussaint, lui, était différent. Il avait planifié une guerre. Il a commencé à travailler immédiatement. Il a utilisé sa connaissance de la plantation et des habitudes des maîtres pour anticiper les mouvements des soldats. Il a organisé les jeunes hommes du village en guetteurs. Leur mission n'était pas de se battre, mais d'observer et de communiquer. Si vous voyez un soldat, vous ne le tuez pas. Vous ne vous montrez pas. Vous revenez et vous me dites où il est et ce qu'il fait, expliqua Toussaint. Il a mis en place un système d'alerte basé sur le chant des oiseaux, beaucoup plus complexe que le simple sifflement qu'il avait utilisé avec Grandjean. Chaque note, chaque pause signifiait quelque chose. Patrouille en approche, patrouille qui s'éloigne, danger immédiat. Pendant les 3 jours qui ont suivi la naissance, Toussaint est resté dans la forêt, créant un périmètre de défense invisible autour du village. Il a mis en place des pièges non mortels, juste assez pour ralentir, effrayer ou blesser légèrement un intrus. Des fosses camouflées, des lianes tendues pour faire trébucher, des nids de guêpes positionnés au-dessus des sentiers. Il voulait que la forêt devienne un ennemi pour les soldats, un endroit où chaque pas était un risque. Le 4e jour, la chasse est arrivée. De Villedieu, furieux de l'absence prolongée de Zéphirin, avait alerté les autorités militaires de Basse-Terre. Un détachement de 20 soldats français, commandé par un lieutenant arrogant nommé Dubois, est arrivé sur les ruines de Galard. Dubois était jeune, plein de zèle et méprisant envers les sauvages qui osaient défier l'autorité impériale. « Trouvez-moi ce nègre !» avait ordonné Dubois. « Il ne peut pas être loin. Ces gens fuient toujours vers les montagnes. » Les soldats ont commencé à quadriller la zone, suivant les traces que Toussaint avait laissées intentionnellement vers la ravine du Serpent. Quand ils sont arrivés au passage boueux, ils ont trouvé les traces de lutte et l'odeur forte de décomposition. Ils ont compris que Zéphirin et ses hommes étaient morts, mais ils n'ont pas trouvé les corps. Le lieutenant Dubois a conclu « L'esclave est un animal rusé. Il se dirige vers les grands marrons. Nous devons le couper de ses alliés. » Et c'est là que Toussaint, de loin, a commencé à jouer avec eux. Les guetteurs ont signalé l'arrivée des soldats. Toussaint était posté sur une hauteur, observant. Il a lancé le premier signal d'alarme. Un chant de colibri court et rapide. Danger! Les soldats avançaient lentement, coupant la végétation avec leurs machettes. Ils n'étaient pas habitués à la chaleur et à l'humidité. Soudain, le premier piège a fonctionné. Un des soldats a trébuché sur une liane dissimulée, faisant tomber son fusil. Il a juré. 10 minutes plus tard, un autre soldat s'est fait piquer par les guêpes, positionné juste au-dessus d'un sentier qu'il croyait sûr. Le désordre s'est installé. Lieutenant Dubois, irrité, a ordonné à ses hommes d'accélérer. Toussaint a continué de les harceler, sans jamais se montrer. Il lançait des pierres dans les fourrés pour les faire se retourner. Il sifflait des signaux d'un côté, puis courait pour siffler de l'autre, faisant croire aux soldats qu'ils étaient encerclés par une bande entière de marrons. La peur, cet allié invisible, s'est installée dans les rangs français. Ils ne voyaient rien, mais ils sentaient la présence hostile de la forêt. Le lieutenant Dubois a campé pour la nuit, frustré et fatigué. Il a ordonné à ses hommes de monter la garde en permanence. Pendant ce temps, Toussaint est revenu au village. Il a vu Marie, qui allait mieux tenant leur enfant. « Ils sont là, a-t-il dit. « Et ils te cherchent, a répondu Marie. « Ils cherchent un démon, dit Toussaint.
et je vais leur donner ce qu'ils veulent. » Toussaint avait compris que pour protéger le village, il devait faire plus que se cacher. Il devait les repousser. Le lendemain matin, Toussaint est retourné à l'endroit où campèrent les soldats. Il a attendu le lever du jour, le moment où la fatigue de la nuit est la plus lourde. Il a pris une torche qu'il avait préparée, enduite de résine. Il a visé le campement, mais pas les hommes. Il a visé leur stock de poudre à canon. Il a lancé la torche. Elle a atterri juste à côté des tonneaux. Il n'y a pas eu d'explosion, juste un sifflement rapide, suivi d'une épaisse fumée noire et âcre. La poudre n'avait pas explosé, mais elle avait été rendue inutilisable. Le chaos a éclaté dans le camp. Les soldats, paniqués, ont cru à une attaque massive. Le lieutenant Dubois, voyant son ravitaillement saboté et ses hommes démoralisés, a pris une décision. Il ne pouvait pas continuer la chasse dans ces conditions. La forêt était l'ennemi. « Retraite !» a hurlé Dubois. « On revient avec des renforts et des guides locaux. » Toussaint a regardé les soldats s'enfuir vers la côte, brisés non pas par la force, mais par la ruse et la peur. Il est revenu au village. Les marrons l'attendaient. Il n'avait jamais vu un homme blanc battu par la forêt de cette manière. Manne Céleste a regardé Toussaint avec respect. « Tu n'es pas seulement un homme du feu, Toussaint, tu es l'homme de la forêt. » Toussaint avait réussi. Il avait tué le commandeur et repoussé l'armée. Le village des Cendres était en sécurité pour l'instant, mais Toussaint savait que ce n'était qu'une trêve. L'armée française reviendrait, mieux préparée, avec des chasseurs d'esclaves professionnels. Et cette fois, il ne chercherait pas seulement un fugitif. Il chercherait le chef d'une rébellion potentielle. Toussaint a pris la décision. Il ne pouvait plus se cacher. Il devait organiser la défense, non seulement du village, mais de tous ceux qui voulaient de la liberté. Il a pris son fils dans ses bras. Il a regardé Marie. « Nous ne sommes plus des esclaves, Marie. Nous sommes des marrons, et nous allons nous préparer. » Il a passé les jours suivants à former les hommes du village. Il leur a appris à utiliser la lance, à tendre des embuscades, à communiquer. Il leur a appris que la force n'était pas dans le nombre, mais dans la connaissance du terrain et la discipline. Le mythe de Toussaint, l'incendiaire, prenait une nouvelle forme. Il devenait le chef, celui qui avait osé frapper au cœur du système et qui était revenu pour protéger les siens. Mais la colonie ne l'oubliait pas. La récompense pour sa capture avait doublé. Les maîtres, sous la pression de Villedieu qui réclamait vengeance, mettaient tout en œuvre. Et c'est là que le piège final a commencé à se refermer. Car si l'armée française avait été repoussée, il y avait d'autres chasseurs, plus discrets, plus cruels, qui étaient maintenant sur la piste. Des hommes qui ne craignaient pas la forêt, qui la connaissaient même mieux que Toussaint. Le prochain assaut serait le plus dangereux, car il viendrait de l'intérieur, de ceux qui étaient payés pour trahir les leurs. Et Toussaint, pour survivre, allait devoir affronter non seulement les soldats, mais aussi la noirceur de l'âme humaine. La liberté, il le savait, avait un prix bien plus lourd que le feu. La prochaine fois, mes amis, nous allons voir comment Toussaint, le père et le chef, a dû faire face à la trahison et au retour de l'armée, et comment son destin allait se jouer dans un dernier combat pour la survie de son peuple. La trêve fut courte, mes amis. Toussaint avait gagné quelques jours, le temps que Marie se remette de l'accouchement et que leur fils, qu'ils avaient nommé Liberté, prenne ses premières forces. Liberté. Quel nom lourd à porter pour un enfant né sous le signe du feu et de la fuite. Pendant que Toussaint formait les hommes du village des Cendres, leur apprenant à lire le vent et les traces, le monde extérieur se resserrait sur eux. De Villedieu, enragé par la disparition de Zéphirin et l'humiliation subie, avait doublé la prime. On parlait maintenant d'une somme qui pouvait acheter la liberté, non pas d'une, mais de plusieurs familles. Une tentation mortelle pour des âmes désespérées. L'armée française, menée par le lieutenant Dubois, était revenue. Mais cette fois, ils n'étaient plus seuls. Ils avaient engagé les chasseurs, les hommes les plus redoutés de la colonie, des mulâtres libres et des Amérindiens corrompus, qui connaissaient la forêt mieux que quiconque et qui traquaient l'homme comme le gibier. Ces chasseurs n'étaient pas dupes des ruses de Toussaint.
Il ne se laissait pas distraire par des nids de guêpes ou des branches cassées. Il cherchait la vérité, l'odeur de la fumée de bois de cuisine, le sens du vent, le type de nourriture cultivée. Et inévitablement, ils ont trouvé la faille. Un esclave de Galard, un homme peureux nommé Mathias, qui avait réussi à fuir la plantation après les feux, fut capturé par les Français. Sous la torture et la promesse de la fortune, Mathias a parlé. Il n'a pas pu donner l'emplacement exact du village des Cendres, mais il a indiqué la zone générale, la vieille source près du fromager géant. C'était suffisant. Les chasseurs ont mis 3 jours pour confirmer les traces. Ils ont senti l'odeur des feux de cuisine, qui n'utilisaient pas la canne sèche, mais le bois dur de la forêt. Ils ont repéré les sentiers discrets qui menaient au village. Toussaint, lui, sentait le danger comme un animal sans l'orage. Il était nerveux. Il ne dormait plus. Un matin, le guetteur revint en courant, le visage trempé de sueur, la peur dans les yeux. « Toussaint, ils sont là. Ce ne sont pas les soldats. Ce sont les chasseurs. Ils sont silencieux, et ils viennent de l'ouest. » Toussaint a regardé Marie. Liberté dormait, paisible, ignorant la guerre qui arrivait. « C'est le moment, » dit-il à Marie, sa voix douce mais ferme. « Il faut que vous partiez. » Manne Céleste, la chef, était prête. Elle avait donné des instructions claires. Les femmes, les enfants et les vieillards devaient s'enfoncer plus profondément dans les montagnes vers un refuge encore plus secret, connu seulement des anciens. « Toussaint, viens avec nous !» supplia Marie. « Non !» répondit Toussaint. Il prit sa machette, celle qui avait coupé la canne et qui avait servi à forger sa liberté. « Si je pars avec vous, les chasseurs nous suivront. Je suis le prix. Je dois les attirer loin. » Il a embrassé Marie, un baiser long, chargé de tous les adieux qu'il n'avait jamais pu faire. Il a regardé son fils pour la dernière fois, gravant son petit visage dans sa mémoire. « Je reviendrai, » promit-il, sachant que c'était peut-être le plus grand mensonge de sa vie. Manne Céleste a pris Marie et Liberté. En moins d'1 heure, le village des Cendres était vidé de ses habitants. Seuls Toussaint et une dizaine de jeunes hommes, les plus courageux, sont restés pour la diversion. Toussaint n'a pas cherché à se cacher. Il a cherché à se faire voir. Il a ordonné aux jeunes hommes de courir vers le nord, laissant des traces évidentes, tandis que lui prenait la direction de l'est, vers la côte. Son objectif était de faire croire aux chasseurs qu'il fuyait vers la mer, cherchant peut-être un bateau, une échappatoire ridicule et désespérée. Le plan était simple, attirer l'attention sur lui, pendant que les autres s'éloigneraient. Il a allumé un grand feu, une colonne de fumée visible à des kilomètres. C'était un pari risqué, car cela révélait sa position, mais cela confirmait aussi l'urgence de la situation pour les chasseurs. Les chasseurs, voyant la fumée, ont convergé. Le lieutenant Dubois et les soldats les suivaient de près. Toussaint a couru vers la falaise, vers un promontoire rocheux qui dominait la mer. C'était un cul-de-sac, mais un cul-de-sac stratégique. Quand il a atteint le promontoire, il a entendu les premiers cris de triomphe. « Il est là, l'incendiaire, encerclons-le !» Les chasseurs, menés par un homme massif nommé Tinègre, un surnom donné par les maîtres pour sa cruauté, ont surgi de la forêt, suivis par les soldats français. Toussaint était seul, debout sur la roche, sa machette à la main, le soleil du matin dans le dos. Il était l'incarnation de la rébellion. Le lieutenant Dubois s'est avancé, brandissant son pistolet. « En toi, esclave, tu es encerclé, la chasse est finie. » Toussaint n'a pas baissé les yeux, il a regardé Dubois, puis Tinègre. « La chasse ne finit jamais tant qu'il y a des chaînes, » a répondu Toussaint. Il a fait un geste insensé. Au lieu de se rendre, il a levé sa machette et a couru non pas vers l'ennemi, mais vers le bord de la falaise. C'était une manœuvre désespérée, mais elle a semé le trouble. Les soldats ont hésité à tirer de peur de le voir tomber et de perdre le corps, car de Villedieu voulait le voir pendu en place publique. Tinègre, le chasseur, a compris la ruse. Il s'est précipité pour l'intercepter. Ce fut le dernier combat de Toussaint. Un corps à corps féroce entre l'homme qui voulait la liberté et celui qui la vendait. Toussaint était épuisé.
mais il se battait avec la fureur de 5 plantations. Il a réussi à désarmer Tinègre, utilisant sa machette pour lui trancher profondément le bras. Le chasseur a hurlé, mais les soldats étaient trop nombreux. Ils se sont jetés sur Toussaint. Il a frappé, il a coupé, il a résisté. Mais une balle de mousquet a sifflé, l'atteignant à l'épaule. Il a vacillé. Avant qu'il ne puisse être complètement maîtrisé, Toussaint a fait la dernière chose qui restait à faire. Il a saisi le bras valide de Tinègre et l'a utilisé comme bouclier, se jetant avec lui vers le bord de la falaise. « Si je meurs, tu meurs avec moi !» a hurlé Toussaint. Dans un dernier effort de rage, il s'est jeté dans le vide, entraînant le chasseur Tinègre dans sa chute, loin des regards des soldats. Le lieutenant Dubois et ses hommes sont arrivés au bord de la falaise. Ils ont regardé en bas, vers les rochers déchiquetés et la mer agitée. La chute était de plus de 30 mètres. Il n'y avait aucun signe de survie. Les vagues se brisaient, emportant les corps. Le silence est revenu, lourd. Dubois a soupiré. Il avait perdu le corps, mais la menace était neutralisée. L'homme qui avait brûlé 5 plantations n'existait plus. « Il est mort », a déclaré Dubois, se tournant vers ses hommes. « L'incendiaire est tombé à la mer. Ramenez ce que vous trouvez. » Les soldats ont passé la journée à chercher, mais les vagues étaient un allié tenace. Ils ont seulement retrouvé la machette de Toussaint, brisée par l'impact. Le lieutenant Dubois est revenu à Galard avec la nouvelle de la mort de Toussaint. De Villedieu, bien que déçu de ne pas avoir eu l'exécution publique, a célébré la fin du cauchemar. La prime a été partagée entre les soldats et les chasseurs survivants. La colonie a respiré, l'ordre était rétabli. L'esclave qui avait osé défier le système était mort. Mais c'est là que l'histoire se tord, mes amis. Car la mort de Toussaint n'a pas mis fin à la rébellion, elle l'a commencé. Les jours suivants, les soldats ont continué à chercher le village des Cendres, mais ils ne l'ont jamais trouvé. Toussaint avait réussi sa diversion. Marie, Liberté, Mancéleste et les autres marrons étaient en sécurité, profondément enfouis dans le cœur impénétrable de l'île. Toussaint n'était pas mort en vain. Il avait donné son corps à la mer pour acheter la liberté de sa famille et de son peuple. Marie, dans la cachette secrète, a pleuré son homme. Mais elle a élevé son fils, Liberté, avec l'histoire de son père, l'homme qui avait osé mettre le feu à la nuit. Et qu'est-il advenu de la Guadeloupe ? Les feux de Toussaint n'ont pas brûlé que la canne à sucre. Ils ont brûlé le mythe de l'invincibilité des maîtres. Pendant des années, le nom de Toussaint est devenu un murmure dans les champs, un avertissement pour les maîtres, un espoir pour les esclaves. Quand un incendie se déclarait loin dans la nuit, on disait « Toussaint est revenu ». L'esprit de Toussaint a nourri la résistance. Les marrons sont devenus plus organisés, plus nombreux. Ils ont continué à harceler les plantations, à libérer les esclaves par petits groupes. Le système colonial, déjà fragile, a commencé à se fissurer sous le poids de cette peur constante. Quant à De Villedieu, il a passé le reste de sa vie à reconstruire Galard, mais il n'a jamais retrouvé sa richesse d'antan. Il dormait mal, hanté par l'odeur de la fumée et la vision d'un esclave silencieux. Il est mort quelques années plus tard, ruiné et détesté. L'histoire de Toussaint, l'esclave qui a brûlé 5 plantations en une nuit, n'est donc pas l'histoire d'une vengeance réussie, mais l'histoire d'un sacrifice fondateur. Il n'a pas vu la fin de l'esclavage, mais il a allumé la mèche. Il a prouvé qu'un homme, seul, armé de sa rage et de son intelligence, pouvait paralyser l'Empire. Et c'est pourquoi, même aujourd'hui, quand le vent se lève dans les mornes de la Guadeloupe, on entend parfois un sifflement aigu, un chant d'oiseau nocturne. Ce n'est pas un oiseau, mes amis, c'est l'écho de Toussaint, le premier des hommes libres, celui dont le feu n'a jamais pu être éteint. Il est devenu la légende, et dans les îles, la légende est plus forte que l'histoire.